Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les Rendez-vous d'Antoine, dans cette seconde partie en compagnie de Michel Rousseau. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Alors Michel, donc la dernière fois, on a vu toute la partie production de ton film Vortex, l'aube de la souveraineté. Aujourd'hui, dans cette émission, eh bien, on va gratter un peu, on va décrypter le sens que tu as voulu donner à ce film et les messages que tu as voulu nous transmettre. Voilà, tout à fait, oui. Donc, alors, pour ceux qui voudraient pas se faire spoiler le film, parce que là, pour le coup, on va parler de pas mal de choses qui se passent dans le film. Moi, je vais poser des questions à Michel, parce que j'ai besoin d'éclaircissement sur certaines choses. J'ai besoin de connaître son point de vue, ou qu'est-ce qu'il a voulu nous faire passer comme message par rapport à des textes qu'il fait dire à ses acteurs. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, eh bien, arrêtez-vous là. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, moi je vous conseille quand même de regarder jusqu'au bout. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce film-là, ça fait partie, comme tous les films cultes, de films qu'on ne peut pas regarder qu'une fois. Parce que si on regarde qu'une fois, on ne comprend pas tout. Donc il faut au moins regarder 2 fois, voire 3 fois. Et ben, si vous avez déjà les explications, vous allez peut-être pouvoir le voir la première fois avec un œil déjà averti, et du coup vous serez plus attentif à un certain nombre de choses. Voilà. En tout cas, vous prenez votre décision. Nous, on va attaquer maintenant le fond du sujet. Ce sujet qui commence donc en 2047, à situer la scène en 2047 à Paris. Pourquoi 2047 ? Ça pour faire écho à l'année 1947, parce que j'avais fait un documentaire il y a quelques années, en 2017, pour commémorer en fait l'année 1947 avec Roswell. Donc l'idée était partie de là, de parler de cet événement. Et puis j'avais travaillé avec Marc Gray à l'époque sur ce concept de parler de l'année 1947, qui a été une année incroyable parce qu'il s'est passé des tas de choses. Et du coup, l'idée 2047, c'était fêter le centenaire D'accord. de ça. Le documentaire, c'était sur les traces des gardiens de la matrice, c'est ça ? Non, ça c'était le premier documentaire. Ensuite, il y a eu un second documentaire qui s'appelait 1947 ou la nouvelle réalité du monde moderne. C'était pour parler spécifiquement de l'année 1947. De l'année 1947, d'accord. D'où cette image qu'on voit à l'écran d'un cyborg modèle 1947. Tu mets des pubs un petit peu partout quand tu es sur Paris. Pourquoi d'ailleurs l'avoir... Je me suis posé la question, parce que cyborg modèle 2047, ça m'aurait même pas interpellé. Mais là, pourquoi est-ce que tu l'as appelé modèle 1947, ce modèle de cyborg ? C'est un écho, si tu veux, au documentaire que j'avais fait sur 1947. Donc, pour les personnes qui me suivent, qui me connaissent, je leur fais des clins d'œil. Donc, des clins d'œil sur mon premier court-métrage, Les Gardiens de la Matrice, que j'avais fait. À un moment, je ne sais pas si tu vois dans la ville, tu as une petite affiche Les Gardiens de la Matrice. C'est pour celui qui a l'œil. Et puis là, c'est pareil, c'est un clin d'œil. Bon, c'est comme font certains réalisateurs, tu sais, Hitchcock, etc., où ils dissimulent des petits clins d'œil. Donc là, c'était uniquement le clin d'œil sur le documentaire que j'ai fait de 1947, en fait. D'accord. Il y a des personnes qui l'ont remarqué et qui m'ont écrit justement en MP, qui ont dit « Ah, j'ai reconnu l'année 1947, le clin d'œil, quoi. » Donc, ça a marché. Puis alors, sur cette image-là, à côté de l'affiche des Gardiens de la Matrice, sur la porte, un bon complotiste de taguer. Voilà, au moins, on affiche on affiche le décor, la couleur, c'est ça, c'était le terme que je cherchais, merci. Alors, une bête question, tu commences ton film avec un envol de gargouille, qui est magnifique, la gargouille, mais j'ai pas compris, c'était juste pour faire beau? Ah non, c'était pas pour faire beau, en fait, c'est pour annoncer, en fait, un événement dramatique. Que
le fait qu'une gargouille qui sorte de... Alors, il faut savoir que cette scène, je l'ai fait environ 10 jours avant les événements de Notre-Dame, hein, que l'église de Notre-Dame qui brûle. Et donc, j'ai voulu faire une gargouille qui sort, qui se détache de Notre-Dame pour annoncer un mauvais présage. Et donc, elle vient observer, donc elle vient juste au-dessus de l'immeuble où se trouve Serena, la jeune adolescente, qui découvre en fait l'existence des vortex. Donc, elle met ses lunettes, elle les teste pour voir si ça fonctionne, et la gargouille sait à l'avance que ce personnage va découvrir les vortex, donc elle veut regarder ce qui va se passer. Parce qu'en fait, les événements sont prédéterminés, c'est ce que j'explique dans le film, mais il y a toujours une part de libre arbitre. Donc, que va faire, si tu veux, la gargouille, elle sait ce qui va arriver, mais elle guette les événements. Donc, que va faire le personnage de Serena une fois qu'elle aura compris qu'il existe des portes communicantes vers d'autres dimensions. Donc, elle est là pour veiller, en fait, si tu veux, à l'action qui se déroule, parce que tu as toujours, en fait, des entités qui observent les humains pour savoir où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils déclinent, est-ce qu'ils dérivent sur le scénario qu'eux ont prévu, tu vois. Voilà, c'est ça la symbolique, en fait, dès le départ du film, où tu vois cette gargouille qui vient surveiller les événements. Je vous l'avais dit, on spoil, mais finalement pas tant que ça, parce que il y a des messages comme ça sur lesquels on peut passer à côté. Et moi, celui-ci, j'ai été passé à côté, donc je suis content d'avoir ces explications. Alors, là, sur cette image, tu mets une publicité « Sauvez vos souvenirs ». Ah. Très important. Sauver vos souvenirs. Ah, parce que ça, je pense que ça fait partie du formatage que l'on vit au quotidien. C'est-à-dire que de plus en plus, on formate les gens à penser d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière, et tu n'as plus tu perds non seulement ton libre arbitre, et puis tu perds ton identité, tu perds tes souvenirs. Donc, sauvegarder ces souvenirs, c'était en fait une publicité que tu vois dans la rue avec un affichage comme un abribus, où on te dit sauver vos souvenirs, c'est une entreprise. Ça, c'est un petit clin d'œil aussi quand même à Vanilla Sky, tu sais, où il y a le personnage qui décide, pareil, de faire appel à une entreprise pour sauvegarder en fait quelque part son âme. Et là, c'est un peu la même chose où tu as dans le futur des entreprises qui te proposent de sauvegarder ta vie, sauvegarder tous tes souvenirs, peut-être sur une clé, c'est une clé USB, mais dans quelques années, ça n'existera plus, bien sûr. Mais là, pour l'instant, si tu veux avoir des souvenirs de tes grands-parents, tu as juste des photos. Mais je pense que dans quelques années, tu auras carrément la vie des personnes. Tu pourras sauvegarder en fait ce que tu as des téra et des téraoctets de données du cerveau d'une personne qui sera sauvegardé dans une boîte, quoi. Ouais, ça sera sauvegardé dans un cube ARN. Je ne sais pas si tu as vu cette information, sur 1 cm3, les scientifiques étudiaient ça il y a déjà quelques années. Dans 1 cm3 d'ARN, on peut stocker d'ARN messager, hein, le fameux ARN qui sert à porter le codage de nos fameux vaccins. Des scientifiques disaient qu'on pouvait transcoder tous les livres écrits par l'humanité dans 1 cm3 d'ARN. Donc ça se trouve, on aura des clés comme ça, des clés ARN cubiques. Alors là, le but, c'était pas de prôner l'intelligence artificielle, hein, bien sûr. Hein. C'était le côté où sauvegarder ses souvenirs pour justement pas se laisser bouffer, pas se laisser dévorer par l'intelligence artificielle qui va essayer de gommer tout ça, de faire des individus, comme on le voit à travers le film. Le but, c'est de faire des individus formatés qui ont tous la même idée et qui agissent comme des robots. Quand tu vois l'armée de robots à un moment dans le film, avec la femme un peu extraterrestre qui passe à travers ces robots, tu vois ce formatage où on est arrivé à un tel degré entre guillemets, de pureté que les individus sont devenus des armées de robots, en fait, qui agissent tous de la même façon, quoi. Alors, moi j'ai noté d'autres petites choses à 2 endroits. À 6 minutes du film, on voit Truman. Alors, il passe rapidement, hein, je crois qu'elles sont en voiture et puis on le voit rapidement. Et puis, tu nous fais un petit rappel, 43e minute du film, du bar qui s'appelle le Truman Show, CHUD.
Bon, là aussi, on comprend dans quel contexte on se place. Oui, alors c'est bien sûr référence au film The Truman Show. Pour moi, c'est film culte, hein, ça fait partie de, si je dois garder 3 films sur une île déserte, je le mets dedans sans hésiter. Franchement, c'est un film que j'adore. Et pour montrer aussi que la réalité que vit certains personnages dans l'histoire n'est pas forcément la réalité, et qu'ils vivent, je ne vais pas dévoiler tout le film, mais qu'ils ne vivent peut-être pas la vraie réalité comme on l'entend. Voilà, qu'ils sont dans une autre réalité holographique. Voilà, sans rentrer plus dans les détails. Alors, tu as signé aussi, à un moment donné, ton film, on voit Rousseau sur... Alors, pourquoi tu l'as mis sur une poubelle, honnêtement? Tu aurais pu le mettre ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est mon petit côté un peu... ouais, pour pas me prendre au sérieux, quelque part. Non, c'est pas que j'ai pas fait gaffe, mais en fait, c'est tout bête, hein. La poubelle que j'avais en 3D était un peu trop propre. Et je me suis dit, il faut que je mette un graffiti dessus. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Et j'ai dit, bah, pourquoi pas Rousseau, tiens. Allez, voilà, comme ça au moins c'est signé. Ouais, ça permet de mettre un peu la signature sur le truc, c'est rigolo. Bah, tu vois, même les références au gardien de la matrice, comme on disait tout à l'heure, à 1947, en fait, essayer d'unifier en fait tout mon univers, quelque part. Ouais, tout à fait. Alors, ce que j'ai apprécié aussi, c'est la banque RFID. Donc, on comprendra un peu plus tard pourquoi banque RFID. Alors, on peut même en parler maintenant, hein. Tout à l'heure, on parlait de Vincent Wallace. Il rencontre un drone qui le scanne et qui lui dit puce RFID non détectée, votre fréquence vibratoire indique que vous n'êtes pas à jour de vos vaccins. C'est énorme. Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai fait cette scène avant les événements du Covid aussi. Donc, c'est ça qui est assez étrange, c'est que je voulais mettre en scène en fait un robot dans des rues, un drone qui, dès qu'il voit une personne, parce que j'ai oublié de le dire aussi, mais c'est tellement incroyable en fait tout ce qui est arrivé. J'ai voulu mettre en scène un soir un personnage qui se balade dans les rues de Paris. Et puis, il y a une séquence où c'est écrit, dans les rues de Paris, tu as des hologrammes qui s'affichent où c'est écrit couvre-feu. Voilà. Et tout début, je me suis dit, c'est intéressant cette idée de couvre-feu, où les personnes ne sont pas autorisées à sortir, tu vois. Et c'était bien avant hein, les événements du Covid. Et je me souviens, au tout début, je me dis, ouais, couvre-feu, ça sonne mal, ça rappelle la période de la guerre, je ne peux pas utiliser ce mot-là, c'est un crin, quoi. Et donc, j'ai essayé de trouver un synonyme. Je dis, oh, tant pis, je laisse couvre-feu, quoi. Je vais laisser couvre-feu. Et toujours dans cette scène, en fait, comme tu disais, il y a le personnage qui se balade dans la rue et un drone qui lui dit vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, vous n'êtes pas à jour de votre puce RFID. Pareil, toute cette scène a été conçue bien avant les événements du Covid, où je m'étais dit, ça c'était arrivé quand il y avait les vaccins, les fameux 11 vaccins obligatoires qui sont arrivés après la naissance de mes enfants, heureusement qu'ils sont arrivés bien après. Je me suis dit, voilà, ça commence à devenir grave cette histoire où finalement, tu n'as plus du tout de choix, où tu dois te plier aux exigences du gouvernement. Je me suis dit, ça risque de partir en vrille cette histoire et d'aller de plus en plus loin sur de nombreux thèmes. Et je me suis dit, voilà, cette histoire de vaccin, c'était non seulement le vaccin et puis la puce RFID où toutes les personnes en fait étaient fichées, identifiées, avaient une puce sur elles. La puce RFID, on en parle depuis tellement d'années et on sait très bien qu'au bout d'un moment, ça va aboutir et puis que ça va même aller beaucoup plus loin que ça. Fallait que je le mette en scène parce que le but du film, c'était de montrer tous les dangers en fait de ce futur qui risque d'arriver. Et quand j'ai créé cette scène et qu'elle est arrivée, là, franchement, ça a été une des scènes où sincèrement, j'avais envie de pleurer quoi. Quand la réalité est arrivée, je me suis dit non, c'est pas possible qu'on va vivre ça quoi. Je voulais justement dénoncer tous ces événements et le fait qu'ils arrivent, qu'on contraint les gens à faire telle ou telle chose. Je me suis dit ça va tellement loin. Oui, parce que est-ce qu'on n'y va pas tout droit? Là, j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps aux infos. Ça y est, la carte d'identité ancienne version plastifiée disparaît. Maintenant, c'est une carte de crédit où donc il y a un certain nombre d'informations. Ils l'ont pas encore dit, mais parole de prophète, vous verrez dans quelques mois, sur cette carte d'identité, il y aura
ben, le pass sanitaire. Alors, autant faire d'une pierre deux coups, vu qu'il y a de la place sur, sur la puce. Et puis au final, pourquoi avoir encore une carte qu'on peut perdre? Surtout qu'il va falloir présenter des passes sanitaires partout tout le temps. Donc pourquoi pas être pucé? Donc est-ce qu'on n'y va pas? Dans 20 ans, on sera tous pucés RFID. Oui, plus sans oublier, il faut voir tout en fait les mécanismes que ça implique. Ça implique aussi que tu auras ton porte-monnaie, tu n'auras plus besoin d'avoir d'argent sur toi, tu franchiras des portails avec ta nourriture et ploum, automatiquement, ça sera débité de ton compte, quoi. Donc on le sait depuis tellement d'années en fait. Mais nous, en tant que de personnes qui s'intéressent à ces choses-là, on le dénonce depuis tellement d'années et tout le monde disait oh, ça c'est de la science-fiction. Et quand tu vois que les choses arrivent et qu'il y a encore de nos jours des gens qui disent ouais, mais bon, c'est pas grave, tout ça c'est nécessaire, je sais plus quoi dire, quoi. J'ai même plus envie de discuter, tu vois. Pour moi, c'est un pur phénomène d'hypnose, hein. Je suis convaincu qu'il y a une large partie de la population qui est sous hypnose et qui agit sous hypnose et qui cherche même plus à. Moi, ce que j'essaie de faire dans les événements, n'importe quel événement d'actualité depuis. Je pense que c'est le film Matrix, hein, qui m'a mis la puce à l'oreille depuis ces années-là. Dès que je vois un événement mondial se dérouler, je me dis, mais en fait, ça s'inscrit dans une lignée, dans un futur. Donc, qu'est-ce que cet événement va provoquer dans le futur? C'est ce que je parle aussi dans le film. Ne pas penser, là, les gens, tu vois, en ce moment, ils font que de parler du mot vaccin. Ils ont que ça comme mot à la bouche, liberté, vaccin. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on parle effectivement de liberté. Mais à partir du moment où tu donnes ton consentement pour qu'on te dicte comment tu dois faire ta vie, etc., ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est ça que les gens ont du mal, c'est que la plupart du temps, tu vois, sur les sujets d'actualité en ce moment, les gens ne réfléchissent qu'au mot vaccin, mais ce n'est pas une question de vaccin, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui parlent de liberté, c'est-à-dire qu'on a enclenché un processus qui va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et à partir du moment où tu acceptes et que tu dis bah, tout cela est nécessaire, et il faut accepter, bah, c'est la porte ouverte à tout, quoi. Si tu réfléchis même plus à tout ça, bah, c'est la porte ouverte à tout. Et le futur arrive à une telle vitesse incroyable, comme je te dis, vu, à chaque fois que je faisais une scène, quelques semaines après, ça arrivait, je me dis, mais ça se trouve, dans 5 ans, le monde sera méconnaissable, quoi. Et il faut, c'est un des messages du film, hein, il faut commencer à anticiper la réalité. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous vivent au jour le jour. Alors que si on commence à anticiper, à réfléchir à tout ce qui s'est passé auparavant, à voir qu'on vit vraiment une boucle, qu'à chaque fois cette boucle se reproduit, à chaque fois des interdictions, à chaque fois une révolution, à chaque fois on repart à zéro et on repart et on repart et on repart sans arrêt, avec des tas de gens qui te disent encore de nos jours, oui, mais c'est de la faute au président, si on va le virer, on va en mettre un autre, et qui réfléchissent même pas que dès qu'il y aura un autre président, que ce soit n'importe qui, il fera exactement la même chose. Ce n'est même pas une question d'homme, c'est une question de programmation. C'est pour ça que dans le film, je parle de programmation, c'est un programme. Et à partir du moment où, même si vous essayez de renverser le programme, il y a un autre programme qui se met par-dessus et qui est exactement la même logique que le précédent, tu peux pas vivre comme ça. Parce que tu vis dans un espoir qui sera sans arrêt une déception. Donc, c'est pour ça qu'il y a des clés dans le film que j'essaie de donner, qui sont mes clés, hein, bien sûr. Hein. C'est pas la réponse magique, mais je pense qu'il faut commencer à réfléchir autrement et à plus reproduire ces schémas, quoi. Ouais, tout à fait raison. Alors, tu as employé le terme, ça m'a mis la puce à l'oreille en parlant de Matrix. Elle vient d'où cette expression puce à l'oreille? Parce que est-ce que c'est pas la puce RFID qui sera à l'oreille? Ah, va savoir. C'est vrai. Alors là, ce serait une boucle temporelle pour voir. Ouais, c'est ça, une expression qui a du futur. Oula, on part trop loin. Allez, tiens, parlons de Vortex. Donc, Serena, qui a, vous allez très vite le voir, a inventé des lunettes qui lui permettent de voir les vortex. Elle dit, si j'arrive à faire vibrer certaines fréquences, on pourra ouvrir les vortex. Donc, ces vortex, finalement, c'est juste une histoire de fréquences. D'ailleurs, beaucoup plus loin dans le film, tu dis que
Bah, c'est comme une horloge, hein, quand l'horloge s'arrête sur ta fréquence, quand l'aiguille de l'horloge s'arrête sur ta fréquence, tu peux franchir le vortex. Euh, pour toi, les vortex, ça existe vraiment? Oui, je pense, oui. Ouais. Alors après, tout dépend de quel type de vortex on parle. Je Mais sais pas, là, dans le film, dis-moi à quoi tu penses. bah, si je dois faire référence au film, tu vois, avec les vortex interdimensionnels qui permettent en fait des ouvertures sur d'autres dimensions, je pense qu'il en existe sur Terre. Bon, je m'étais pas mal documenté il y a quelques années sur ça. Je suis un petit peu à la ramasse maintenant, mais c'était très intéressant de savoir que tu as des lieux énergétiques qui sont situés partout dans le monde, des personnes qui sont passées par ces lieux énergétiques qui ont disparu, ou des chamans, etc., qui ont franchi ces portails et qui en sont revenus avec, tu vois, avec l'esprit complètement changé, complètement modifié. Euh, Là, c'est symbolique. C'est pas forcément franchir, tu vois, dans le film, si tu veux, il a fallu matérialiser toutes ces idées que j'avais dans la tête, le fait qu'il y ait d'autres fréquences, qu'il y ait d'autres dimensions. Quand tu franchis une dimension et que tu as des personnages de forme, d'aspect extraterrestre, etc., c'est simplement pour illustrer l'idée. Je sais pas, je vais pas décrire exactement comment sont ces personnages dans la réalité parce que j'en sais rien. Mais toujours est-il que pour moi, c'est une question de fréquence. Pour avoir étudié aussi le phénomène OVNI depuis que j'ai l'âge de 14 ans, tu vois, donc ça fait plus de 30 ans que je travaille là-dessus. Si tu rassembles tous ces témoignages, tu t'aperçois qu'il y a des endroits particuliers qui sont sujets à des apparitions d'ovnis. Et il faut lier ce phénomène au fait que tu as des personnes qui vont voir des ovnis plusieurs fois dans leur vie et d'autres qui en verront jamais. Et je pense que ce sont des croisements de fréquences. Et quand tu as une personne qui vibre sur telle fréquence et que tu as un ovni qui apparaît sur une autre fréquence, il est arrivé des tas de témoignages où tu as des personnes qui voient un ovni et la personne juste à côté dit mais je vois rien du tout quoi. Ouais, c'est tout à fait exact. Elisabeth de Caligny avait témoigné d'ailleurs un jour sur la chaîne où elle nous avait expliqué ça, c'est-à-dire qu'elle était à Paris, alors je sais plus dans quelle année, où elle voit, elle lève le nez, elle voit, c'était le soir, elle voit un ovni dans le ciel. Un peu plus loin, elle voit un garçon qui lève aussi le nez, qui voit cet ovni, et puis ils sont entourés de dizaines et dizaines de personnes qui ne voient rien du tout, parce que voilà, ils sont pas sur la même fréquence. Ouais. Donc c'était, tu vois, l'idée c'est de mettre cette idée de fréquence vibratoire et tu vois tout au long du film que toutes ces entités qui pompent l'énergie de la Terre, elles vibrent à une certaine fréquence. Elles sont intéressées que par certaines fréquences émises par les humains, donc la tristesse, les guerres, etc. Et elles vampirisent, elles aspirent tout ça. Et si tu veux essayer de ne pas faire partie, entre guillemets, du plan, c'est essayer de vibrer autrement et de ne pas participer à ça, de vibrer sur une autre fréquence, en fait. Et à partir du moment où tu ne contribues pas à cette énergie, à ce louche, hein, comme dirait Robert Monroe, toutes ces énergies de basse fréquence, et là, tu fais plus partie en fait de cette réalité. Tu vois ce que je veux dire? Tu vibres sur une autre dimension. Tu fais plus partie de la dimension 3D entre guillemets. Donc même si tu as une enveloppe physique corporelle, tu es dans la 3D, mais que tu vibres totalement différemment et que voilà, ben, toi, cet ovni, il ne t'intéresse pas, entre guillemets, parce que tu vis sur une autre fréquence, tu ne le verras pas, donc il ne pourra pas, entre guillemets, profiter de toi. Eh bien voilà, c'est la vision que j'ai en fait après toutes ces années à m'intéresser sur ces phénomènes, quoi. D'ailleurs, un peu plus loin dans le film, on y reviendra plus tard, tu as un des protagonistes qui dit s'il y a peu de guerre, de révolte, de peur, de colère ou de vengeance, le nectar ne sera pas assez pur. Voilà. Donc en fait, c'est ces basses fréquences qui améliorent la qualité du nectar dont va se nourrir la fameuse reine dont on parlera plus tard. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc l'objectif, c'est de faire baisser la fréquence de la vibration. Ce qui revient aussi, tu donnes cette piste, hein, quand tout à l'heure on parlait du drone qui disait votre fréquence vibratoire indique que vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, parce que effectivement, on sait, ou en tout cas certaines personnes ont prouvé que il y a une corrélation entre la fréquence vibratoire de l'être humain et le fait de se faire vacciner ou pas.
et les vaccins baisseraient la fréquence vibratoire. Et sans parler même de fréquence vibratoire, il y a des tests qui sont faits, je ne sais pas si tu as vu, sur des sportifs professionnels qui se sont fait vacciner. On mesure leur performance avant le vaccin et juste après le vaccin, et qui perdent en moyenne 10 à 20% de leur capacité, de leur performance. Donc, ce sont des faits aussi scientifiques qui sont mesurés. Donc, tout ça a des conséquences. Et à partir du moment où tu joues sur l'ARN, sur des choses comme ça, sur l'aspect purement scientifique, tu vois, en te disant, bon, bah, je me protège de telle ou telle chose, ça a forcément d'autres conséquences sur l'invisible que les gens n'ont pas forcément conscience. C'est jouer à l'apprenti sorcier. Et ça fait partie des trucs que la plupart des gens ne pensent pas. Pour eux, le principal, c'est que j'ai pas, entre guillemets, le Covid, tu vois. Ils ne pensent pas que si je m'injecte ce truc, est-ce que ça ne va pas avoir des autres conséquences? Bah, évidemment, il y a les effets secondaires. Ça, c'est sur l'aspect physique, mais je parle sur l'aspect vibratoire. Est-ce que ça n'a pas une conséquence importante? Mais même, ça va au-delà, hein. C'est même le fait d'absorber au quotidien des tonnes et des tonnes de médicaments. Non, mais en réalité, aujourd'hui, et puis je pense qu'on n'ira pas plus loin sur le sujet du vaccin, ce qui intéresse les gens, c'est même pas le côté santé et sanitaire, c'est le côté passe-liberté. Donc, ils cherchent même pas à se faire vacciner pour ne pas avoir le Covid, c'est se faire vacciner pour pouvoir aller au restaurant ou au cinéma. Bon, alors, s'ils vont au cinéma voir Vortex, tant mieux, mais sinon... Ah, il n'est pas au cinéma. Ah mince, donc ça sert à rien de nous faire vacciner pour aller voir Vortex. Alors, tu donnes ta première clé très forte dès le début du film, hein, à peu près à 6 minutes 40 du film, où tu fais dire à la mère de Serena, faire de la résistance, ce n'est pas être acteur ou spectateur du film, c'est être scénariste de l'histoire. Là, t'as déjà donné toute la solution d'entrée de jeu. Oui, mais ça fait partie d'une séquence, tu vois, où, comme ça fait partie de l'introduction, les gens sont moins attentifs sur les dialogues. Ah mais clairement, on la comprend pas au début, cette phrase. Elle passe crème. C'est pour ça qu'elle est justement à cet endroit, et que les personnes qui verront le film plusieurs fois, comme toi, tu l'as fait là, et verront l'importance de cette phrase. C'est que tu as des échos, à plusieurs moments dans le film, tu as des échos entre le début du film et la fin du film. Donc, tu te souviens aussi du personnage de Yenos qui dit il faut partir d'ici, c'est trop dangereux. Et que quelques minutes après dans le film, il y a un autre double de Serena qui dit il faut partir d'ici, c'est trop dangereux. Et tu t'aperçois en fait que chacun de nos doubles font partie d'un même être. Donc, il y a des échos, tu vois, entre... Tout à fait. Et puis on a oublié, mais vraiment, là, on est impardonnable, Michel. On a oublié de dire quelque chose de capital d'entrée de jeu, on aurait dû le dire en commençant cette deuxième séquence. C'est que tu commences le film avec un texte, sortie numéro 1, qui dit « Je déclare tous les humains de ce film libres et souverains sur tous les plans, toutes les dimensions. » Voilà. Gardez bien cette phrase en tête, gardez bien ce qu'on vient de dire là sur les échos entre le début et la fin du film. On en reparlera à la fin de cet entretien, de cette phrase. Ah, il fallait le dire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça a son importance, parce que quand on regarde le film tout au début, on ne comprend pas la signification de cette phrase, on la comprend qu'à la fin. Et vraiment, à la fin. Vous savez, si vous ne restez pas... il y a beaucoup de gens qui partent à la fin au début du générique. Non, là, il faut vraiment rester à la fin. Parce que dans les films Marvel, vous avez la suite du prochain Marvel. Mais dans les films Rousseau, vous avez la clé complète. Vous avez le pass, là, vous avez le porte-clé qui vous permet de faire la boucle. On en reparlera tout à l'heure. D'accord. Allez, on passe à la forêt des orbes. Et avant de passer à la forêt des orbes, on va passer l'extrait, parce qu'on en a un extrait sur cette forêt des orbes, et puis on en reparle juste après.
Waouh! C'est ça ta forêt? C'est quoi qui vole de partout? C'est la forêt des orbes. J'ai vécu ici autrefois. J'en ai entendu parler, mais je croyais que c'était une légende. Je savais pas que t'avais vécu en forêt, tu m'en avais jamais parlé. Je t'expliquerai en route. Quand ton père a démontré l'existence des vortex, tout son labo a été incendié. Une histoire d'arnaque à l'assurance a été montée contre lui. Alors là, Michel, pourquoi est-ce que tu as voulu les faire venir sur la forêt des orbes? En particulier, parce que ça aurait pu être dans une forêt où tout se passe, cette rencontre, mais pourquoi en particulier des orbes? Là, on revient sur ce qu'on parlait tout à l'heure, sur les vibrations, sur les fréquences, et sur le fait que dans cette forêt, elle est habitée, cette forêt, par des orbes, par des entités. Donc, on voit des petits points qui apparaissent, des points lumineux qui apparaissent autour des personnages, et on s'aperçoit en fait que cette forêt a un passé. Et ce qui était intéressant dans cette séquence, c'est ces deux personnages qui viennent à cet endroit. On sent que cette forêt, elle est habitée, c'est comme une sorte de légende, et c'est un lieu propice en fait au vortex. Et avec le dialogue des personnages, on s'aperçoit qu'il y a une partie de la résistance qui a décidé de faire un campement à cet endroit, et qu'ils se sont fait prendre par des robots, par des drones qu'ils ont tous exterminés en fait. Et donc ils retournent sur cet endroit parce que à cet endroit qui est un petit peu mystique, il y a sûrement quelque chose. Et en retournant à cet endroit, c'est un des lieux où moi, dans le film, je travaillais pour découvrir les vortex. Et donc, la mère et sa fille décident de retourner sur ce lieu pour essayer d'enquêter un petit peu sur cet endroit et vraiment effectivement découvrir que ça fait partie des lieux où il y a un vortex. Voilà. Il t'est arrivé des choses bizarres quand tu as fait ces tournages, quand tu as pensé à ce film, des synchronicités, on y reviendra plus tard sur les synchronicités, mais est-ce qu'il t'est arrivé des choses particulières? Ça a été vraiment sur des choses surnaturelles, vraiment bizarres. J'ai pas eu de choses étranges. Il y a qu'un moment qui a été vraiment bizarre, c'est que j'avais apporté plusieurs batteries pour ma caméra qui étaient toutes chargées. Hein, j'avais vérifié avant de partir. Le lieu de tournage se trouve à 7 km de la maison. Donc j'ai pris ma caméra, j'ai pris toutes les batteries. J'en avais 3 différentes. Et je me suis rendu sur le tournage, on commence à tourner, boum, la batterie qui tombe à plat. Bon, bizarre, je venais de la charger, quelque chose qui cloche. Je la retire, je mets la deuxième batterie, impossible de démarrer la caméra, comme si la batterie était complètement épuisée. Si tu veux, je n'avais même pas un début de quelque chose. Ça ne m'arrivait jamais. Il faut vraiment que la batterie soit complètement épuisée, quoi. Troisième batterie, la même chose. Je dis, bon, il ne reste plus qu'à rentrer à la maison, quoi. Je rentre à la maison. Je revérifie, je remets les batteries à l'intérieur de la caméra, tout remarche. Et ça, sur trois batteries, tu dis, il y a quelque chose de vraiment étrange, quoi. Donc, et tu étais sur quel site au moment du filmage? J'étais sur du le filmage, site, du tournage. où tu vois tous les ocres, tu sais, toutes les carrières d'ocre. Donc, c'est pas un lieu particulier, hein. Il n'y a pas eu de choses étranges sur ce lieu-là, à ma connaissance. On va peut-être remarquer que je regarde, on ne sait jamais sur les bases de données, tu sais, C'est là où il y a les méduses flottantes, c'est ça? Oui, ouais, par là, ouais. Elles sont magnifiques, les méduses. Moi, j'ai adoré les petites méduses flottantes. Ouais, bah ça c'est pareil, tu vois, ça fait partie des petits gadgets où j'ai des méduses en 3D que j'ai transformé un petit peu. Et comme tu n'as jamais un aspect 100% réaliste, bah, je les ai floutés légèrement et puis voilà, ça passe sans problème. Ouais, c'est l'impression que c'est des méduses. Ouais, et très ça chouette. fait partie des petites combines, tu vois, sans arrêt faut trouver de combines pour que ça passe. Ouais. Alors du coup, il découvre que Serena traverse le vortex, hein, il découvre que les vortex sont des portes de sortie pour sortir du programme. Là, elle va se retrouver sur un vaisseau. Alors
Alors je vais pas tout raconter, parce qu'on ne veut pas non plus tout vous dévoiler. On va rencontrer plusieurs entités extraterrestres, hein, de différentes formes d'ailleurs. Hein. Il y a des humanoïdes, il y a des gris, des grands gris, il y a des robots, voilà. On retrouve un peu tout le cheptel d'E.T. qu'on peut connaître. Et donc il y a cette fameuse reine qui considère finalement l'humanité comme une ruche. Hein. Ces abeilles qui viennent lui butiner et lui donner l'énergie dont elle se nourrit. Il y a qu'elle d'ailleurs qui se nourrit de cette énergie, c'est ce que tu nous expliques. Et, parce qu'elle, en fait, elle est excuse-moi, je te coupe, elle est créatrice de l'univers holographique que l'on vit. Donc, parce qu'il y a une personne qui voulait justement des précisions il y a quelques jours, qui m'a demandé en message privé que je rentre un peu plus dans le détail là-dessus sur cette reine, parce que d'où elle vient, à quoi elle sert. En fait, cette reine, c'est elle qui a créé notre monde holographique. Et elle, pour s'alimenter, elle s'alimente de sa propre création. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre dans le film, c'est que justement ça reforme encore la boucle que l'on vit, la boucle historique que l'on vit. Eh bien, elle vit sa boucle avec le fait de se nourrir de sa propre création. Et pour se nourrir de sa propre création, elle a besoin, comme tu le disais tout à l'heure, des basses fréquences. Et il faut qu'elle veille sans arrêt à ce que ces fréquences restent très basses, parce que s'il y a des grosses variations de la courbe sinusoïdale, si c'est des faibles variations, eh bien, elle pourra se nourrir de toute cette énergie. Mais si tu as des fréquences vibratoires de personnes qui sont totalement libérées, qui sont souveraines, eh bien, elle dépérira parce que ce sont des fréquences qui sont trop hautes et puis ça l'empoisonnera. Donc, c'est pareil, c'est évoqué un petit peu dans le film. Ah oui, et c'est d'ailleurs l'une des clés pour pouvoir sortir du cycle infernal de cet hologramme. C'est de pouvoir changer notre fréquence pour pouvoir finalement empoisonner cette reine. Ouais. Pour casser la boucle, effectivement. Pour casser la boucle. Alors, dans sa fiche signalétique, le jeu de rôle de cette reine, tu dis que son but c'est de développer la black goo. Et j'ai pas très bien compris cette notion de black goo qu'on voit après. À un moment donné, quand... Bien, justement, toute cette black goo, en fait, ce sont toutes ces basses fréquences, en fait, qui sont aspirées. Je ne sais pas si tu vois un moment dans le film, tu as une immense salle avec une sorte de cerveau central. Donc, ce cerveau central, il aspire toutes les énergies de la Terre qui se dégagent de la Terre, toutes les fréquences de la Terre. Donc, si l'énergie est vachement basse, en fait, elle l'aspire. Et ce cerveau va en fait transformer toute cette énergie en black goo. Donc c'est une substance noire gluante. Et cette black goo, d'ailleurs, tu la trouves dans énormément de films. Je ne sais pas, dans Terminator, dans la série des Terminator. Dans X-Files, Tunguska, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, voilà, il y est. Dans Black Panther, dans énormément de films, tu as cette substance noire visqueuse qui arrive à prendre à se transformer, à prendre diverses formes, une sorte d'intelligence artificielle, si tu veux, qui arrive à se transformer. Et cette black goo, en fait, c'est l'aliment de la reine, tu vois. Elle se nourrit d'intelligence artificielle quelque part, tu vois. Et tant qu'elle se nourrit de cette intelligence artificielle, bah, elle évolue, tu vois. Et voilà à quoi correspond la black goo. En fait, c'est les énergies qui sont transformées en black goo. Voilà, les énergies. Du coup, là aussi, il y a des précisions par rapport à la Smart Dust. À un moment donné, tu es dans le futur, donc en 2067, je crois. Il y a un flash info, alors qui est génial, ce flash info. On voit, il est présenté par MK Ultra Info. Là aussi, ça veut tout dire. Qui dit qu'il y a une fuite, une substance radioactive dans le labo Hack Reality. Et on voit notre fameux Vincent Wallace qui va désactiver cette Smart Dust. Mais alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est de la black goo ou est-ce que c'est encore autre chose? Parce que là, elle parle. C'est toujours la black goo parce que c'est cette substance qui s'est échappée du laboratoire. Donc, c'est
c'est une forme de blagouille qui a été repérée par les humains, si tu veux, et qui gardent sous laboratoire, qu'ils essaient d'expérimenter. Donc, c'est l'intelligence artificielle, tout simplement. Tu sais qu'il y a l'existence de ferrofluides sur lesquels énormément de scientifiques travaillent en ce moment. Donc, c'est un fluide magnétique qui peut, pareil, quand tu l'approches d'un aimant, qui peut s'approcher de l'aimant, prendre des formes vraiment bizarres. Et il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent actuellement dessus et qui se sont rendus compte qu'on pouvait rendre cette substance intelligente. Et notamment, il y a plein de scientifiques actuellement qui travaillent dessus pour guérir le cancer, soi-disant. Donc, si tu veux, tout ça, c'est le même schéma de Smart Dust, c'est-à-dire de rendre des substances microscopiques intelligentes. Alors, tout dépend de ce que tu veux en faire. Soit tu veux en faire quelque chose de très bon pour l'humanité, soit tu veux la détruire. Donc, c'est toujours à double tranchant. Et donc, cette substance qui est dans le laboratoire et qui s'échappe du laboratoire, elle est ultra nocive, en fait. Là, c'était une référence directe à ce qui s'est passé à l'usine de Rouen, là, quand il y a eu tu vois, l'explosion qui s'est déroulée il y a quelques mois, où il y a eu cette substance noire qui s'est retrouvée partout sur des tas de maisons, avec des gens qui... Et moi, pour le coup, j'ai eu du bol, j'étais dans le bon sens du vent. C'est-à-dire que le vent était du sud vers le nord, et moi je suis au sud de Rouen. Et j'ai pu échapper à... Ça, c'est pareil, on n'en parle plus du tout. On ne sait pas ce que c'est devenu. Les gens qui ont respiré toutes ces substances, qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'on entendra parler dans quelques années? On ne sait pas. Bref, ça, c'était un écho, en fait, cette substance qui s'était échappée. Je l'ai conçue juste après les événements de Lubrizol. Voilà, ouais. Bon, là, c'était pas avant, pour le coup. Non, juste après. C'était pas avant. D'accord. Sinon, on aurait commencé à te disséquer pour voir comment tu fais pour tout voir à l'avance. Ok. Alors, juste pour finir là, sur cette période où il est en 2067, Vincent Wallace, on le voit décoller dans une voiture volante, bien sûr. Plaque d'immatriculation, MIB, donc Men in Black. Petite référence, obligatoire, je dirais. 2077. Je me suis dit, mais pourquoi 2077? On est en 2067, c'est pas 2047. Qu'est-ce qu'il a voulu mettre 10 ans après? Là, il n'y a pas de... réponse. Là, il n'y a rien. Là, le chiffre, j'ai dû le taper, il n'y avait pas de signification particulière. Et peut-être qu'en 2077, il y aura quelque chose qui va se passer, et puis on se dira, Michel Rousseau l'avait prédit. Ok, bon. Donc, non, mais c'est aussi intéressant parce qu'au final, on pourrait, à force de vouloir voir des choses partout, on pourrait trouver des choses là où il n'y en a pas, et c'est aussi parfois le piège dans lequel tombent certains chercheurs de vérité, à vouloir tout forcément... Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai essayé d'un autre côté de mettre le maximum de choses cachées, d'informations dans ce film, aussi bien dans les dialogues des personnages. Comme tu disais, il faut les écouter plusieurs fois avant de les comprendre totalement. Et puis, de temps à autre, j'ai dissimulé quelques petits clins d'œil, tu vois. Mais voilà, tout n'est pas analysé, comme tu dis, au microscope. Quoi. Au microscope, ouais. Allez, revenons sur le vaisseau de notre reine Mundi. Elle dit, alors je ne sais plus d'ailleurs si c'est elle qui le dit ou une de ses servantes, les terriens ne doivent pas découvrir qu'ils sont des êtres multidimensionnels. Là aussi, c'est une clé que tu donnes, l'air de rien. Oui, parce que là, certaines personnes vont penser que c'est de la science-fiction, mais je pense que les entités vampiriques qui existent dans d'autres dimensions ont tout intérêt à nous garder sous cloche. Et réacquérir sa souveraineté, c'est rassembler tous les êtres. En fait, nous sommes des êtres divins, mais je pense qu'on a été fragmentés en différentes parties. Et ce qu'on vit actuellement, tu vois, on n'a pas accès à certaines choses. On est des êtres tridimensionnels, donc avec là, on ne fait que d'expérimenter la matière. Mais je suis persuadé qu'il y a des doubles. De toute façon, ça fait aussi partie des chakras,
des autres, des autres fréquences qui sont liées à notre être. Et le fait que nous, tu vois, on travaille sans arrêt au quotidien dans la matière et qu'on n'ait pas accès à toutes ces choses, eh ben, on est totalement bridé. Alors que si on avait accès à, tu vois, rien qu'avec nos yeux, je ne sais pas, on n'a pas accès aux rayons ultraviolets, on ne voit pas les rayons X, tu vois, on voit qu'une toute petite partie de la réalité. Mais si on voyait déjà tout ce qui existe autour de nous, qui est du côté invisible, et puis si on n'était pas limité sans arrêt que par ce corps, et qu'on arrivait à avoir accès à nos doubles dimensionnels, et qu'on arrivait à réunir tout ça, tu sais, ça rappelle un petit peu le cinquième élément, tu sais, où tu as le cinquième élément qui est l'amour, et d'un seul coup, ça y est, l'être, il devient souverain parce qu'il a réussi à rassembler tous ces états. Et voilà, c'est une des clés du film, c'est d'essayer de réfléchir que nous sommes des êtres multidimensionnels, en fait, et qu'on a été fragmentés en différentes parties, et qu'il faut essayer de se réunifier, de ne plus penser que par la matière. Allez, on va du coup attaquer le fond de ton idée par rapport à ce vortex, à cet hologramme qu'a créé la reine. En fait, elle crée des scénarios pour l'humanité, et elle a des agents qui sont sur Terre, qui sont placés pour pouvoir mener à bien ces scénarios. Et au final, on a très peu de champ de manœuvre pour sortir de chaque scénario. Et il y a un des personnages principaux qui s'appelle Artemis, qui est le double de Serena, qui elle est, sur sa fiche signalétique, chercheuse de scénarios. Donc explique-nous un peu son rôle à ce personnage. Alors, ce personnage, c'est le double de Serena, donc du personnage principal, mais donc elle vit dans une autre dimension. Mais par contre, dans l'autre dimension, elle est esclave. Elle sert en fait la reine et elle construit des scénarios, dans le but justement de, comme on disait tout à l'heure, d'atteindre certaines fréquences. Il ne faut pas qu'il y ait des fréquences du louche, donc des émotions humaines. Il faut veiller à ce que l'humanité ne se réveille pas trop, parce que sinon, ça empoisonne la reine. Donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est que Serena a un double dans une autre dimension, mais ce double est esclave. Donc ça, ce qui est puissant dans le film, c'est que ce double esclave, on s'aperçoit que c'est elle qui a amené Serena dans cette dimension pour la libérer. C'est-à-dire que le personnage d'Artémis, elle est esclave de la reine, donc elle sert la reine, elle crée des scénarios, et elle est en train de s'éveiller, en train de se dire, mais je dois réveiller mon double qui est dans une autre dimension et qu'on explose tout ça, je ne veux plus être esclave de la reine. Et c'est pour ça qu'elle va se sacrifier dans le film et laisser sa place à Serena qui va prendre, tu vois, qui va aspirer son identité et elle va fusionner en fait avec Serena. Donc son sacrifice n'aura pas été vain parce que ça va permettre à Serena d'atteindre elle aussi l'éveil. Voilà, donc le sacrifice en fait de son double est très important. C'est pas parce qu'on parle de multidimension que dans les autres dimensions, tu vois, tout est rose. Que l'être secondaire qu'on a dans une autre dimension vit dans le paradis, tu vois, parce que ça, c'est l'idéologie New Age, comme quoi tout est beau, tout est parfait dans les autres dimensions, tout est magnifique, alors que non, ça ne veut pas forcément dire ça, il faut aussi se battre. Et donc, ce personnage d'Artémis, il est très important parce qu'elle se sacrifie pour Serena, pour faire évoluer Serena, pour lui faire atteindre sa souveraineté. Donc, c'est un des moments les plus importants du film. Tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est pareil, au tout début du film, quand elle discute avec sa mère, Serena, et qu'elle parle de passer le vortex, elle lui dit, mais de toute manière, ça peut pas être pire qu'ici. Et là, c'est pareil, tu me fais un petit clin d'œil, mais si, regardez, elle a traversé, et de l'autre côté, c'est pire qu'ici. Oui, d'ailleurs, oui, c'est ce que dit sa mère, effectivement, elle répond, mais ça, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et, exactement. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand ils se retrouvent dans la forêt et que Serena allume
les petites lumières de ses lunettes. Elle dit, regarde, je vais te montrer comment fonctionnent les lunettes. Et que d'un seul coup, tout autour d'elle, dès qu'elle a allumé les lunettes, elle s'aperçoit qu'il y a des entités comme fantomatiques autour d'elle, avec un train qui passe, etc. Elle est complètement perdue et elle a une peur bleue parce qu'elle se rend compte que c'est super de découvrir des vortex, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ça se trouve, c'est bien pire qu'ici, quoi. Donc, c'était un petit message aussi dès le départ, dès qu'elle allume les lunettes pour dire attention, c'est pas. C'est pas sans danger, tout Voilà. à fait. Et donc, avec alors, Athémis, à un moment donné, elle est en train de bricoler sur un ordinateur pour recréer un scénario, et puis Serena lui fait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prédire l'avenir? Et elle lui fait, non, non, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, il s'agit de construire un scénario, donc voilà, c'est ça, tout est scénarisé. Oui, parce qu'il faut sans arrêt remodifier les scénarios. C'est-à-dire que l'humanité a une faible partie de libre arbitre. Alors peut-être que des gens vont trouver que c'est de la science-fiction, mais c'est ce que je pense sincèrement, c'est que l'humanité a une très faible partie en fait de libre arbitre, et qu'on suit tous quelque part un programme. Mais il suffit de dézoomer, hein. Si tu regardes ta propre expérience personnelle, effectivement, tu vas te dire, ben oui, mais moi j'ai un libre arbitre, si j'ai envie de lever la main, je lève la main. C'est pas ça, le libre arbitre. Le libre arbitre, je parle de libre arbitre de l'humanité, de l'ensemble de l'humanité, comment elle évolue. On sait très bien, justement, comme on parlait tout à l'heure, qu'on est en train d'évoluer petit à petit vers l'intelligence artificielle, vers le contrôle des populations et tout ça. On ne peut pas ne pas considérer ça et en disant, mais non, on fait ce qu'on veut. Non, si on veut éviter ce futur, il faut agir. Et c'est là où tu sors ton libre arbitre. Mais si tu ne fais rien et que tu n'agis pas en te disant oui, j'ai un libre arbitre, mais de toute façon, ça se passera comme ça se passera, eh bien, tu suis un programme. Donc voilà, c'était aussi le petit clin d'œil là-dessus. Ce sont des réajustements de scénario que fait ce personnage. Et elle fait des réajustements de scénario, justement, comme on disait tout à l'heure, pour que la fréquence du louche, donc qu'aspire la reine, reste toujours constante, quoi. Qu'il y ait le moins de variations possible. Donc il faut des guerres, il faut des gens malheureux, il faut des gens tous différents. Il y a 7 milliards d'humains sur cette planète et il n'y a pas une seule personne qui a la même idée, tu vois. On est tous différents et tout ça fait qu'on est tous, entre guillemets, opposés les uns aux autres. Il n'y a personne qui va dans le même sens. Et ce que tu disais, c'est qu'il y avait besoin d'agents sur Terre infiltrés pour pouvoir mener à bien chaque scénario. Alors, ouais, alors, tiens, je vais juste partager cette image parce que là, c'est juste pas possible que tu l'aies pas fait exprès, quoi. Ou alors, ce serait un pur hasard. Un de ces agents, c'est Scully. Et oui, oui. On est bien d'accord. Tout à fait. Bah, ça, c'est. Moi, je suis fan. Il fallait que tu le places, voilà. Elle est très belle, en plus. Je suis tellement fan de X-Files qu'il fallait que je le mette. Là, je me suis régalé pour le mettre, quoi. Et rôle inversé, tu vois, parce que c'est un agent qui agit pas vraiment pour le bien de l'humanité, mais plutôt pour ajuster les scénarios conçus par ces entités vampiriques, quoi. Donc, c'était plutôt amusant de. Ouais. En tout cas, voilà, j'ai adoré le clin d'œil. Et puis, c'est toi qui as retravaillé l'image, je suppose. Oui, ah bah oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est un personnage 3D qui ressemble, que j'avais trouvé et que je trouvais qui ressemblait vachement au personnage de Scully. Et du coup, j'ai fait des recherches pour trouver tu peux acheter après des éléments de chevelure pour chaque personnage 3D. Donc, j'ai cherché partout cette coupe au carré. J'ai cherché aussi les vêtements avec son impair, tu vois, pour retrouver tout pareil. J'ai remodifié un peu le visage pour qu'il ressemble vraiment au personnage de Scully. J'ai dit, oh, ça y est, je l'ai. Ah oui, non, mais tu l'as, et puis elle est même plus belle que la vraie. On la garde, celle-là. Ok. Alors, bon, ben, effectivement, du coup, Serena, ayant perturbé l'autre côté de la réalité en passant le vortex, il y a des catastrophes qui se passent dans ce vaisseau et tout simplement c'est la Black Goo qui explose, hein, qui fait tout sauter. C'est ça? Ouais, tout à fait. Le fait qu'en fait Serena arrive à s'éveiller va permettre en fait de tout faire exploser. C'est pour ça que à un moment, quand tu vois le grand gris qui fait son expérience,
dès qu'il y a Serena qui rentre dans la salle, il ressent la fréquence, il fait « Oh, tu t'approches pas parce que tu vas faire foirer mon expérience ». Et c'est pour ça que le personnage de Athémis fait volontairement, invite volontairement Serena à rentrer dans cette salle et à s'approcher du Grand Gris, parce qu'elle savait qu'en fait, ça allait faire tout péter l'expérience et que ça allait... une réaction en chaîne. Voilà, réaction en chaîne et que tout allait exploser et que du coup, un labo de la reine allait exploser et que ça allait avoir des conséquences sur l'ensemble de l'humanité, quoi. Ouais. Athémis, il y a une référence à son nom. Bon, je sais pas, comme ça me fait penser à Ulysse 31. Mais en fait, c'était référence au personnage de la mythologie Artémis aussi, qui avait à peu près les mêmes propriétés que le personnage que je voulais mettre dans le film. Et pour pas mettre exactement le même nom, j'ai retiré le R, je l'ai appelé Athémis en fait. Donc après, il faut faire des recherches, je ne me souviens plus exactement, je ne saurais pas te dire de tête quelles sont ces caractéristiques d'Artémis dans la mythologie, mais elle ressemblait vraiment au personnage qui est dans le film. Donc, alors, des fois, du coup, tu enlèves des lettres, des fois, tu en rajoutes. Et je me suis posé la question, si tu avais rajouté une lettre au prochain personnage qui arrive. Oh, on l'a attendu, ce personnage, mais pendant 30 minutes. Mais comme le Messie, Celte. Incarné par monsieur Michel Rousseau. Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas besoin de Brad Pitt. Mais non, on a un Michel Rousseau. Mais qu'est-ce que t'es beau dans ta tenue cyberpunk. On n'a pas parlé je fais une petite parenthèse, mais on n'a pas parlé des vêtements. Pareil, ce qui a été conçu par moi et ma femme. Ma femme, elle a carrément cousu le vêtement du personnage de Serena. Moi, je me suis occupé de mon propre costume que j'ai dû peindre, tu vois, que j'ai rajouté aussi des écrous, des maillons, plein de choses en fait. Alors j'ai dit cyberpunk, mais c'est steampunk, hein, en fait. C'est pas du cyberpunk, c'est un style steampunk. Ouais, tout à fait, ouais. Steampunk, steam qui veut dire vapeur et mélangé avec le courant punk en fait. Et ouais, cyberpunk, c'est plus dans le style futuriste. Robotisé, ouais, tout à fait. D'ailleurs, l'atelier de Serena au début du film, c'est pareil. J'ai pas su dire si c'était image de synthèse ou si tu avais vraiment fabriqué l'atelier, mais super beau cet atelier. Ben, c'est l'atelier de mon beau-père. Donc j'ai dit waouh, il est vraiment intéressant pour pouvoir filmer, donc je m'en suis servi. Et puis, sauf qu'après, j'ai rajouté des éléments, certains éléments virtuels, hein, comme toutes les armes, parce que tu te doutes bien qu'il n'a pas tout cet attirail de mitrailleuses qui sont accrochées contre les murs. Mais c'est vrai que dès le départ, quand j'ai vu son atelier, je fais waouh, ça je le mets dans le film parce que c'était couvert d'outils de partout. J'ai pas filmé certaines parties de l'atelier, mais en fait, il a tellement d'outils dans tous les coins que je me suis dit waouh, c'est vintage, c'est plutôt sympa quoi, comme ambiance. Donc ouais, je m'en suis servi. Non, tu as créé un vrai. C'est ça aussi qui est. Pour vraiment imaginer toute la somme mais monumentale de travail que tu as faite. Et en 6000 heures, je sais même pas quoi, je trouve que c'est peu quoi. T'as fait une cohérence vraiment dans chaque univers, chaque monde. Là, quand on arrive sur le monde où est Celte, on est sur un monde un peu à la type. Alors j'allais dire Dune, mais non, c'est pas Dune, c'est plutôt le monde le monde où vivait Luke Skywalker, Tatooine. Oui, ouais. Côté Tatooine, avec un dromadaire ou un chameau, j'ai plus combien de fois il avait qui traînait par là à un moment donné. Mais voilà, vraiment, vraiment sympa, avec des personnages. Ton personnage, j'ai pas noté son nom, mais celui qui est de la lignée de Cthulhu, petite référence aussi pour les rôlistes. Il est vachement bien fait avec ces petites tentacules là qui sortent de partout. Ouais, ça c'est pareil, c'est un clin d'œil en fait à l'univers du jeu de rôle. Ouais, je l'ai bien noté. Et du coup, alors Celte, et tu vois, j'ai pas vu, c'est en le disant à voix haute que je trouve qu'il y a deux sens dans ce mot-là. Alors déjà, tout à l'heure, je disais, tu as peut-être rajouté une lettre. Je me suis demandé si tu avais rajouté le L
dans ce nom-là, parce que si tu enlèves le L, ça fait 7, Oui. SETH, hein, qui est une divinité égyptienne. SETH plus le chiffre 7 aussi. Voilà. Et puis quand tu le dis à voix haute, celte, est-ce qu'il y a aussi une référence celtique, voilà. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message avec le nom de ton personnage? En fait, ce qui était intéressant aussi dans Celte, c'est l'aspect celtique. En fait, c'est parler de un peu comme Néo, tu vois, la personne qui vient du passé, l'origine en fait. Et l'origine, dans le film, bon, on peut en parler parce qu'on a un partie spoil, c'est le réalisateur. C'est lui qui est à l'origine de tout ce film et qui dévoile au spectateur toute son œuvre. Donc c'est le Néo en fait du film. Donc c'est lui qui est à l'origine. Donc Celte, l'aspect celtique en fait, c'est l'aspect origine, tu vois, les temps anciens. C'était un rappel par rapport à ça, quoi. Après, tu as la symbolique du chiffre 7, que je ne vais pas décrire parce que je ne me souviens plus exactement, mais bon, le chiffre 7 m'intéressait. Mais voilà, le personnage, principalement, c'était ces deux trucs-là, quoi. Et alors, on rencontre aussi une petite fée qui est toute mignonne, qui s'appelle Aphrosia. Elle est chouette, Aphrosia, vraiment. Ça donnait un peu une petite bulle de fraîcheur après. Exactement. Vraiment, ça fait du bien de rencontrer cette petite fée. Et Aphrosia, elle va nous donner aussi une clé importante, finalement, pour pouvoir sortir de ce cycle infernal. Il nous dit: préviens cette personne à l'aide des synchronicités, elle pourra elle-même changer son destin. En fait, les synchronicités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des croisements de fréquences interdimensionnelles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on avait pris l'exemple des ovnis où tu as certaines personnes qui arrivent à les voir et d'autres non. Quand tu as ces croisements de fréquences interdimensionnelles, c'est quand une synchronicité, c'est quand le sujet accorde une importance particulière à ce qu'il voit et qu'il trouve qu'il y a une coïncidence par rapport à ce qu'il vit et l'événement qui arrive. Et ça ne concerne en fait que le sujet par lui-même, c'est-à-dire que la personne qui est juste à côté ne va pas comprendre qu'il y a une synchronicité. Et quand tu as ces phénomènes de synchronicité, en fait, ce sont quelque part des signes pour rentrer à l'intérieur de toi-même. Ce sont des moments où, tac, à l'instant T, tu te dis, attends, il se passe quelque chose. Et en fait, ça t'éveille. Tu n'es plus du tout, j'allais dire, hypnotisé par ton quotidien, où tu agis comme une fourmi, métro, boulot, dodo. D'un seul coup, tu te dis, attends, il y a un truc là, c'est pas normal. Il vient d'arriver telle chose, je ne sais pas, moi, je vais dire, il y a un décès dans ma famille, la personne s'appelait, je ne sais pas, moi, Nadège, et tu vas dans une rue, et la rue s'appelle rue Nadège. Tu vois, des événements où tu te dis, mais il se passe quelque chose, c'est un signe. Alors, tu as des synchronicités où effectivement ce sont des signes, et puis d'autres types de synchronicité où tu as l'impression que ça s'adresse vraiment à toi. Et ça, c'était l'aspect un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis ce personnage, comme tu dis, pour apporter un peu de légèreté, ce personnage tout mignon et tout ça, qui casse un petit peu ce rythme vachement. Parce que le début, il faut l'avouer, est vachement sombre du film Vortex. Et ça fait une montée au fur et à mesure du film, où de plus en plus tu prends ta respiration et à la fin du film, tu dis ça y est, je me sens bien, mais au tout début, l'atmosphère est très pesante, parce que c'est pour décrire la réalité que l'on vit. Et ce personnage, en fait, poétique, c'était pour apporter justement une petite touche de poésie. Il arrive vers le milieu du film, où tu as l'impression que, voilà, que le film commence à basculer et qu'elle commence à donner des clés au spectateur. Et que les personnages ne sont pas condamnés à leur rôle et qu'ils peuvent sortir de l'histoire. Et c'est ce qu'on voit à la fin du film, c'est que chaque personnage, aussi bien le personnage de Serena que son double et tout ça, ils ont la possibilité de sortir du film. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent, ils peuvent tout effacer et dire non, on ne veut pas de cette réalité, on sort du film. Et c'est ça qui est... Et ce que tu essayes de nous faire comprendre à travers ce que nous dit donc Aphrosia, c'est que finalement, seules les personnes qui seront attentives à leur synchronicité, qui essaieront de les comprendre, ça leur permettra de mieux développer leur perception du scénario, et puis surtout de mieux développer leur perception du code source, et de changer ce code source. Oui, parce qu'au début où Serena rencontre son double,
le petit garçon. La première chose que lui dit son petit garçon, il lui dit « Mais je suis ton double et j'ai toujours vécu à côté de toi, mais je te fais des signes, mais tu ne m'écoutes pas. » Et donc, le phénomène de synchronicité, c'est le moment où justement le double parvient à te faire un signe. Il te dit hey, regarde ça, c'est super important. Et soit tu prends pas du tout attention au truc et tu dis oh, c'est le hasard, c'est une coïncidence. Ou soit tu t'interroges, tu te dis mais c'est bizarre que ça arrive à cette période de ma vie, est-ce que ça ne serait pas un signe? Et là, j'ai voulu le mettre dans le film où c'est un de nos doubles qui vit dans une autre dimension qui nous fait un signe en disant tu devrais essayer de penser à ça, de t'orienter vers ça, de changer un peu ton scénario de vie, quoi. Ah ouais, parce que Serena lui dit mais si tout est écrit, cela signifie que je ne peux pas découvrir les ficelles du scénario. Et puis il lui répond si c'est exact, ça prouve que le programme est imparfait et qu'on peut le hacker chaque jour. Alors attends, parce que j'écris super mal. Ouais, c'est ça, c'est chaque jour nos doubles nous font des signes en utilisant les synchronicités, donc c'est ce que tu venais de dire. Et si tu parviens à les repérer, tu changes de fréquence et tu développes tes capacités au changement. Et donc l'idée c'est de deviner et anticiper le scénario du jeu, et c'est le seul moyen de hacker notre réalité. Donc les synchronicités, c'est vraiment ultra important, c'est peut-être même capital pour pouvoir évoluer. Oui, ouais, c'est ça, ça fait partie des clés en fait. Mais ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, des croisements de fréquences. Et que dans la réalité qu'on vit, on vit dans un hologramme. Ça aussi, c'est un message du film qui est ultra important. C'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'idée qu'on a tous en ce moment de la vie, on sait que d'ici quelques années, on ne sera plus du tout dans le monde physique. Hein. L'enveloppe, elle va partir, l'enveloppe physique. Donc ça, c'est indéniable. Tu peux pas rejeter cette idée. Donc à partir de là, il faut aller plus loin que ça, quoi. À partir du moment où tu te rends compte que Après, c'est pareil, hein, ça fait partie des recherches personnelles. Tu t'aperçois en fait que l'âme survit dans d'autres plans, et même si elle a perdu son enveloppe charnelle, elle vit sur d'autres plans. Tout ça, ça fait partie d'un tout, tu vois. Et si tu prends conscience de tout ça, de voir un peu plus large que cette apparence holographique, parce que derrière l'arbre, derrière tel animal, il y a une âme, il y a une énergie. Et si tu réfléchis à toutes ces fréquences et que tu vois, moi, sincèrement, hein, c'est pas pour donner une image, mais quand je regarde la vie, j'ai presque l'impression de voir que des 1 et des 0. Je vois qu'un programme. Sincèrement, je suis arrivé à un tel point où j'ai tellement cherché, parce que depuis plus de 20 ans, en fait, je m'intéresse à tout ça, sur le sens de la vie, sur est-ce qu'on voit vraiment le réel, est-ce qu'on voit en fait, on voit une réalité, mais on ne voit pas la vérité. On n'a jamais accès à la vérité, puisque comme je disais tout à l'heure, on est 7 milliards d'êtres humains. Il n'y a pas une seule personne qui pense la même chose. Tu prends n'importe quel sujet, il va dire ah non, mais ça c'est faux, j'y crois pas. Ou tu sais, as le phénomène des croyances, tu as plein de choses, et chacun a son opinion personnelle. Mais qui a la vérité? Personne, quoi. Donc c'est pour ça que je dis on vit dans un hologramme et qu'on n'a pas accès à la vérité. Personne n'a accès à la vérité. Et à partir du moment où tu prends conscience de tout ça et que ta perception du réel est totalement fausse, ben c'est la porte ouverte à plein de choses. À essayer de découvrir ce qu'il y a dans d'autres dimensions, essayer de faire appel peut-être à tes doubles, tu vois, des choses comme ça. Mais si tu ne tentes pas le truc et si tu laisses ta vie couler, ben tu vas rater plein de choses, quoi. Et pour tous ceux qui auraient tendance à dire oui, mais les synchronicités, c'est juste du hasard. À un moment donné, moi je pensais ça aussi, jusqu'à ce que je découvre les travaux de Philippe Guillemant, qui est un scientifique, voilà, je crois qu'il doit avoir deux ou trois doctorats en sciences et en robotique, etc. Il explique vraiment très très bien ce que sont et comment fonctionnent les synchronicités. Voilà. Tapez sur YouTube Philippe Guillemant synchronicité, vous allez avoir ces conférences et vraiment vous serez bluffé. En tout cas, je pense que c'est une vraie piste, tu as raison. Et quand on commence à y réfléchir sur des choses qui nous arrivent personnellement, on se dit mais peut-être que finalement là c'était une synchronicité, un appel de notre double. Honnêtement, ton film, quand vraiment on le regarde, non pas comme un film de SF, mais qu'on essaye de comprendre les messages que je veux faire passer, à la fin du film, on se pose des questions. Ah mais qu'est-ce qui m'est arrivé
serait pas finalement un appel de mon double. Voilà. Et autre élément important dont je parle à la fin du film, c'est la flèche du temps. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je parle du fait que nous sommes, comme l'humanité est programmée, elle est programmée pour suivre le temps du passé vers le futur. Mais ça ne veut pas dire que ce soit la vérité. Ça fait partie des travaux de Philippe Guillemot, justement, qui parle du fait que nous vivons en fait en réalité qu'un éternel présent et que c'est notre cerveau qui construit un passé, un présent et un futur. Et c'est le petit message que je marque à la fin dans le générique du film Vortex, l'aube de la souveraineté. Je fais aussi appel à une interview d'un scientifique à ce sujet sur le passage du temps. Et ça fait un peu flipper parce qu'il y a des personnes qui vont te dire oui, mais le temps existe puisque de toute façon, on se voit vieillir. Et le scientifique explique dans cette interview, donc, qui est à la fin du film, que je cite, c'est parce qu'en fait, on n'a que les cartes. C'est comme si tu avais un jeu de cartes et qu'en fait, tu avais accès qu'à certaines cartes de ton jeu. Et que, effectivement, tu te vois vieillir parce que tu as accès à certaines cartes, celles du dessus, et tu n'as pas accès à toutes celles du dessous. Et qu'en fait, toute la réalité que tu vois, tu la vois par ton programme. C'est ton cerveau qui crée le passé, le présent et le futur, alors qu'en fait, on vit un éternel présent. Et ça, il y a énormément de scientifiques aussi qui travaillent là-dessus. C'est aussi la physique quantique, tous ces trucs-là. Moi, je m'intéresse à ça, je trouve ça vraiment fascinant. Parce que le fait que le temps n'existe pas, ça fait aussi appel aux travaux d'Einstein. C'est lui, parmi les premiers, qui en avait parlé, le fait que le temps n'existe pas. Waouh, tu commences à te dire que finalement, tout est possible. Ça veut dire que, c'est ce qu'explique Philippe Guillemot, ça veut dire que dans ton présent, tu peux agir sur ton passé. Et c'est quand même incroyable. Ça veut dire que tu peux changer plein de choses. Et c'est difficile à comprendre pour nous. Pour nous, on se dit, mais c'est impossible d'agir sur notre passé. Mais ça fait appel à la physique quantique. C'est juste, voilà, c'est très très difficile. D'ailleurs, tu le dis, tu fais dire par un de tes personnages, la déprogrammation est un parcours long et difficile. Et ça fait partie exactement. D'une des plus grosses déprogrammations. C'est très compliqué. Oui, c'est ultra compliqué parce que c'est des notions en fait qui sont très très récentes. Ça date du XXe siècle. Le fait que le temps n'existe pas, ce sont des travaux qui sont ultra récents. Donc on est vraiment à la genèse en fait de toutes ces recherches. Parce que tu vois, moi j'arrive à le conceptualiser, mais j'arrive pas à l'intégrer. Je ne l'ai pas déprogrammé, c'est-à-dire que du coup, je continue voilà, et comment faire? Donc je continue à vieillir, par exemple. Alors que si je l'intègre, si je le déprogramme de mon programme, finalement, j'arrêterai de vieillir. En fait, le début du truc, c'est déjà comme tu dis, de l'intégrer. De dire, mais non, tout ça, c'est pas des conneries. Ça peut être possible qu'on vit dans un éternel présent. Et à partir de là, tu commences déjà ta déprogrammation. Alors que si tu dis oui, mais ça, c'est des conneries, ça n'a jamais été démontré, etc., et que tu te fermes à tout ça, c'est fini. Donc, le premier pas, c'est déjà de dire, ça peut être possible, pourquoi pas? Et à partir de là, tu peux commencer à faire quelque chose, parce qu'on est tous au même point. De toute façon, je pense que même Philippe Guillemot n'a pas la solution, sinon il aurait déjà agi sur son passé, et je pense qu'il aurait changé pas mal de choses. Donc, il n'a pas non plus la solution. Mais je pense que c'est grâce avec des personnes comme ça qui travaillent au quotidien, parce qu'il n'est pas tout seul sur ses travaux. Ça fait appel à la physique quantique, tu sais, la fameuse particule que tu envoies et on s'aperçoit que quand il y a une personne dans la pièce, elle n'agit pas du tout de la même façon que quand la personne est à l'extérieur de la pièce que quand elle est à l'intérieur. C'est des trucs de dingue. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à l'expliquer. Ça, c'est les débuts de la physique quantique. Ce sont des expériences qui continuent à reproduire parce que l'expérience est tellement incroyable qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils continuent à la reproduire, cette expérience. Elle est toujours présente. L'observateur a une influence sur la particule. Tout à fait. Ça veut dire que tu peux avoir une influence aussi sur ta propre réalité. Et à partir de là, c'est pas forcément agir dans le monde physique, c'est déjà à l'intérieur de ta tête, te dire avoir des fréquences, si tu as dès le départ des fréquences positives, et plutôt que d'être toujours triste, toujours dans la négativité, tu commences déjà à changer tout ton
tout ton passé, tout ton présent et tout ton futur. C'est ça qui est incroyable. C'est que tu changes tout ton être, quoi. Tu fais plus partie, en fait, de la 3D et de la matière. Tu vas au-delà de la matière, quoi. Sauf que, à un moment donné, tu fais quand même dire à ta Smart Dust du futur, tu lui fais dire l'humanité a été conçue pour alimenter le cycle, votre émancipation écroulerait le système et vous conduirait à votre perte. Et du coup, Vincent Wallace lui dit la Terre est une prison dorée, nous n'avons besoin d'aucun décor pour retrouver notre souveraineté. Et la Smart Dust lui rétorque vous ne parviendrez jamais à éveiller l'humanité. En fait, ils en sont réellement persuadés. Ils en sont peut-être tellement persuadés que finalement, il n'y a peut-être pas de contre-mesure pour contrer les personnes qui arriveraient à s'éveiller. Ouais. C'est du bluff, comme dans la plupart des choses que l'on vit actuellement, tout est du bluff. C'est-à-dire que cette matière intelligente dit de toute façon, vous n'y arriverez jamais. C'est un coup de bluff pour dire n'essayez même pas, quoi. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Tu vois? Alors qu'en fait, si, il faut essayer. Et dans toute la réalité que nous vivons, à chaque fois, il ne faut pas se décourager en se disant mais non, mais ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui est impossible. Tu t'aperçois des tas de choses à partir du moment où tu conceptualises tout ça et que tu te dis mais en fait, je sais que c'est très facile de dire oui, mais agir sur sa propre réalité, changer du tout au tout, il y aurait longtemps que si c'était vrai que ça existerait. Mais au moins le fait d'essayer, tu le vois de toute façon hein, quand tu traverses des périodes de déprime que tu n'arrives pas à t'en sortir et qu'il t'arrive que des tuiles les unes sur les autres, tu te dis mais attends, mais c'est fait exprès, c'est pas possible, il m'arrive que des tuiles, quoi. Et puis qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, je prends les choses en moi, c'est moi qui suis maître de mon destin, c'est fini tout ça, c'est moi qui maîtrise, je veux plus de soucis, je veux plus de tuiles, maintenant c'est moi qui maîtrise le truc et je veux m'en sortir. Eh bien, si tu es dans cette dynamique-là, c'est sûr que c'est totalement différent que si tu fais rien, que tu te laisses abattre, parce qu'il y a tout qui te tombe, t'as le toit qui te tombe sur la tête au bout d'un moment, quoi. Et c'est tout bête, hein, ce sont des dynamiques qui paraissent tout simples, mais il faut qu'on se le rappelle à nous tous sans arrêt parce qu'on n'y pense pas, quoi. Moi aussi, en ce moment, j'ai des gros moments de déprime et voilà, j'ai besoin de temps en temps de me dire mais non, stop, je tourne la page, je change de fréquence parce que si tu t'appliques toi sur ton propre sort, c'est foutu, quoi. Il faut qu'au quotidien, tu apportes une petite flamme, hein, une petite flamme de bougie en te disant voilà, j'allume mon cierge et je fais évoluer les choses, je ne me laisse surtout pas abattre. C'est moi qui dirige. Et c'est ça le message aussi du film. Quand je dis il faut devenir non pas spectateur du film ni acteur, il faut devenir scénariste de sa propre vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est ça obtenir sa souveraineté hein, finalement, c'est dire c'est moi qui décide, c'est pas les autres qui me disent ce que j'ai à faire. Je prends les choses en main, c'est moi qui décide. Ouais, et c'est ce que tu dis dès le début du film, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, tu le dis dès le début du film. En tout cas, si t'as pas le moral, Michel, re-regarde cette émission, tu verras, de notre point de vue, tu nous donnes la pêche et tu nous donnes pas mal d'espoir. Merci. Allez, on va juste finir ce long entretien avec un personnage qui est Yenos, jeune, donc incarné par ton fils à la fin du film. Et donc il dit à Serena, je m'appelle Yenos, je suis avec toi depuis ta naissance, sauf que je suis invisible car tes yeux ne voient qu'une toute petite partie du réel. Et alors, qu'est-ce que tu as voulu incarner avec ce personnage de Yenos? C'est cette petite voix qu'on a en nous, qui nous guide, voilà, qu'est-ce que tu as voulu Tout à fait, et qu'on veut souvent pas écouter. Cette petite voix, tu sais, son moi intérieur, son instinct. Quelquefois, tu as des instants où tu te dis, je le sens mal, ce plan-là, je ne devrais pas le faire, et puis tu le fais quand même. Moi, je vais te donner un exemple, pas plus tard qu'hier. Ma femme me dit, ça serait bien qu'on aille faire un tour à la mer au Sainte-Marie de la Mer. Je dis, ouais, ça va me faire un bien fou d'aller à la mer et tout ça. D'un seul coup, je dis, c'est marrant, mais je ne le sens pas du tout. Je ne le sens pas, je crois qu'on ne devrait pas y aller. Je dis, comme tu veux, on peut aller ailleurs et tout. On discute de choses et d'autres, le temps passe, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on va à la mer, c'est maintenant, après il va être tard, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Ouais, bon, allez, hop, on prend la bagnole, on y va. On prend la voiture, purée, on tombe dans les embouteillages, pas possible. Ça, on fait je ne sais pas combien de temps pour arriver jusqu'à là-bas. On arrive là-bas, pas une seule place de voiture, mais plein à ras-bord, tu sais, la ville. On a fait demi-tour, voilà, donc on a fait
1h30, ouais, 1h40 aller, 1h40 retour. Heureusement, bon, sur le chemin, après, on s'est arrêté ailleurs, mais bon, mais je le sentais dès le départ. Je dis, on ne devrait pas y aller. Je sens mal ce plan. Je sens qu'il va y avoir quelque chose. Et tu le sens, ces trucs-là, quelquefois, au jour le jour, que ça va mal se passer. Et donc, Eno, c'est cette petite voix, mais cette petite voix qui conseille aussi Serena parce qu'il a cédé. Et à chaque fois qu'il en cédé, eh bien, il arrive à voir le futur. Mais le futur qui est programmé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Serena, si elle prend la décision de changer son futur, elle peut changer les dés. Mais si elle laisse son destin tel qu'il est à l'instant T où il lance les dés, il va se passer ça. Donc c'est pour ça qu'on le voit lancer les dés, il dit mais il va se passer telle chose, telle chose, telle chose, jusqu'au moment où il lance les dés, ses instruments ne fonctionnent plus, il dit attends, il y a quelque chose qui cloche, finalement toutes mes données elles sont fausses, quoi. À chaque fois que je lance les dés, je cherche mon vaisseau depuis le début, un coup on me dit à droite, un coup on me dit à gauche, et tous les instruments ne fonctionnent plus, quoi. C'est là qu'il s'aperçoit que c'est pas son vaisseau qu'il doit chercher, que c'est le scénariste de l'histoire, qui sont en fait pris dans une histoire et qu'il n'arrive pas. C'est ça qui est bien dans le film, enfin qui est bien, excuse-moi, hein, c'est juste la façon de parler. C'est que j'ai voulu faire en sorte que chaque personnage évolue dans l'histoire. Donc tu vois le personnage de Serena qui évolue, tu vois le personnage d'Athémis qui fait son sacrifice. Et puis, tu vois le personnage de Yenos qui évolue lui aussi. C'est-à-dire qu'au tout début, bah, lui, c'était tout carré, je lance mes dés, il va se passer telle ou telle chose, jusqu'au moment où, merde, il lance ses dés et mince, ça n'arrive pas, quoi. Il se passe quelque chose. Et lui, il évolue, et il se rend compte qu'il est dans un film, dans un jeu vidéo, dans un scénario. Donc, lui aussi, il évolue, tu vois. Et chaque personnage évolue dans l'éveil. Donc, sur toutes les dimensions, aussi bien Serena que ses deux autres doubles, ils évoluent, tu vois, au cours de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est Vortex, l'aube de la souveraineté, parce qu'en fait, tu as des mises à jour en fait, de tous les personnages dans les différentes dimensions, quoi. C'est ce que j'ai essayé de donner dans le film. Bon, mais écoute, Michel, là, je pense qu'on a fait quand même un beau tour de ton film. On a expliqué vraiment ce qu'il fallait comprendre. Donc, si vous avez déjà regardé le film, maintenant, il ne vous reste plus qu'à le revoir à nouveau avec toutes les explications qu'on vous a données. Vous allez voir, vous allez avoir un éclairage nouveau à ce film. Et puis, si vous découvrez ce film avec cette interview de Michel, précipitez-vous sur Vimeo pour acheter le film. Il est à 10 € ou peut-être un peu moins. 9,90 €. Voilà. Donc, en tout cas, le travail fourni par Michel vraiment mérite qu'on s'y attarde. Et puis, si vous voulez aussi un peu approfondir l'univers du film et avoir un peu plus d'explications, ou en tout cas des explications différentes sur ce film, Michel, tu as aussi fait un petit documentaire de 20 minutes, c'est ça qui Exactement, sur la page de Vimeo, vous avez donc des extraits du film, vous avez la bande-annonce et vous avez, pour ceux qui ont acheté le film, un bonus de 21 minutes dans lequel j'explique les points essentiels du film que j'approfondis un petit peu. Donc ça vous permet d'avoir un petit complément. D'accord. Les bonus, comment on peut les retrouver sur les DVD finalement? Oui, mais il sera sur la version DVD qui sort mardi. Il y aura le bonus de 20 minutes qui est inclus aussi. En tout cas, voilà, j'espère que vous l'aurez compris. C'est vraiment un petit bijou ce film. J'espère que dans quelques années on en parlera d'un film culte. En tout cas, moi je te le souhaite parce que je le mets au même niveau que certains films comme Brasil qui fait pour moi partie des films cultes que j'apporterai sur l'île déserte, au même titre que toi, Truman. Truman Show. Voilà. Merci beaucoup, c'est super sympa. Merci de ton invitation. Ça fait plaisir d'en parler. Ça fait depuis un moment qu'on s'était pas vu. Content de te revoir à nouveau sur les interviews. Je sais que tu es pas mal occupé. Et oui, parce que tu me permets de faire du coup la transition. Je suis pas mal occupé à cause de ceci. Voilà, la production de notre magazine Génération Cité d'Or, c'est le numéro 7. Où d'ailleurs, écoutez, ça tombe bien, sur la page d'accueil, on retrouve l'affiche Vortex. Alors, tapez bien sur Vimeo Vortex, l'aube de la souveraineté. Si vous mettez que Vortex, vous n'allez jamais le trouver. Des films s'appellent Vortex tout court, il y en a beaucoup. Donc il faut vraiment mettre le titre complet Vortex, l'aube de la souveraineté.
Voilà. Eh bien Michel, je te remercie, vraiment bravo, bravo, bravo pour tout ce travail. C'est un travail de fou que tu as fait et de qualité, en tout cas, voilà, bravo. Je ne sais pas si tu auras le courage de te lancer dans de nouvelles aventures bientôt, mais si tu le fais, eh bien, tu viendras nous en parler. Et puis moi, j'espère que cette histoire américaine d'Amazon, ça t'ouvrira des portes sur tout un tas de choses. Voilà. Bah, merci beaucoup, merci encore. Je t'en prie. Allez, à très bientôt et puis rendez-vous sur Miasme TV pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.